Bonjour, le journal d'Anne Frank, partie 5. Mardi 8 février 1944. Ma chère Kitty, je serais incapable de te dire comment je me sens. À certains moments, j'ai envie de calme, à d'autres de m'amuser un peu. Ici, nous avons perdu l'habitude de rire tellement qu'on n'en peut plus. Ce matin pourtant, j'ai été prise d'un fou rire. Tu sais comme il arrive d'en avoir à l'école. Margot et moi, nous étions là à rigoler comme de vraies gamines. Hier, nous avons encore eu une histoire avec maman. Margot, qui s'était enveloppée dans sa couverture en laine, a soudain bondi hors du lit et s'est mise à observer attentivement la couverture. Il y avait dedans une épingle. Maman avait rapiécé la couverture. Papa a secoué la tête d'un air qui en disait long et a parlé de la négligence de maman. Bientôt, maman est sortie de la salle de bain et je lui ai dit, comme ça, pour rire, « Tu es quand même une vraie marâtre. » Elle a évidemment demandé pourquoi et nous lui avons parlé de l'épingle. Elle a immédiatement pris son expression la plus indignée et m'a dit « Cela te va bien de parler de négligence. Quand tu couds, le sol est tapissé d'épingles. Et regarde, tu as encore laissé traîner l'étui à ongles. Ça non plus, tu ne le ranges jamais. » Je lui ai répondu que je n'avais pas utilisé l'étui à ongles, et Margot est intervenue, car c'était elle la coupable. Maman a continué encore à parler de ma négligence, jusqu'à ce que j'en ai assez et lui dise, plutôt sèchement « Moi, je n'ai jamais parlé de négligence, c'est toujours moi qui prends pour les autres. » Maman s'est tue et moins d'une minute plus tard, il a fallu que je lui donne un baiser avant de me coucher. L'incident était peut-être sans importance, mais tout me porte sur les nerfs. Comme je suis en ce moment, semble-t-il, dans une période de réflexion et que je prospecte tous les domaines où il peut y avoir à penser, mes pensées se sont portées d'elles-mêmes sur le mariage de papa et maman. Moi, on me l'avait toujours présenté comme l'exemple d'un mariage idéal. Jamais de scène, pas de mine fâchée, harmonie parfaite, etc., etc. Je sais 2 ou 3 choses du passé de papa, et ce que je ne sais pas, je l'ai imaginé pour compléter. Je crois savoir que papa a épousé maman parce qu'il l'a trouvée apte à tenir le rôle de sa femme. Je dois dire que j'admire maman pour la façon dont elle a tenu ce rôle sans jamais râler, à ma connaissance, ni être jalouse. Ce n'est sûrement pas facile pour une femme qui aime de savoir qu'elle n'occupera jamais la première place dans le cœur de son mari, et maman le savait. Papa a certainement admiré maman pour cela et lui a trouvé le caractère excellent. Pourquoi en aurait-il épousé une autre ? Ses idéaux s'étaient envolés et sa jeunesse était passée. Qu'est-il advenu de leur mariage ? Pas de scène ni de désaccord, non, mais ce n'était pas un mariage idéal pour autant. Papa apprécie maman et il l'aime bien, mais pas de l'amour conjugal que je me représente. Papa accepte maman telle qu'elle est. Il s'irrite souvent, mais en dit le moins possible parce qu'il sait quel sacrifice maman a dû consentir. À propos de la firme, d'autres sujets, des gens, de tout, papa est loin de lui demander toujours son avis. Il ne lui raconte pas tout, parce qu'il sait qu'elle est bien trop excessive, bien trop critique, et qu'elle a souvent bien trop d'idées préconçues. Papa n'est pas amoureux, il l'embrasse comme il fait avec nous, il ne la donne jamais en exemple, parce qu'il ne peut pas le faire. Il la regarde d'un air taquin et moqueur, mais jamais avec amour. Il se peut que du fait de ce grand sacrifice, maman soit devenue dure et désagréable pour son entourage. Mais de cette façon, elle s'écartera de plus en plus de la voie de l'amour, elle suscitera de moins en moins d'admiration, et il est certain qu'un jour, papa se rendra compte qu'elle n'a peut-être jamais prétendu extérieurement à tout son amour, mais que de ce fait, elle s'est lentement mais sûrement délabrée intérieurement. Elle l'aime plus qu'aucun autre, et il est dur de voir ce genre d'amour rester toujours sans réponse. Ainsi donc, je devrais en réalité ressentir beaucoup de pitié pour ma mère, je devrais l'aider, et papa. Je ne peux pas, j'imagine toujours une autre mère, je n'en suis pas capable. Mais comment le pourrais-je ? Elle ne m'a rien raconté d'elle-même, je ne lui ai jamais demandé. Que savons-nous de nos pensées réciproques ? Je ne peux pas lui parler, je ne peux pas regarder avec amour au fond de ses yeux froids, je ne peux pas, non, jamais. Si elle avait au moins un côté d'une mère compréhensive, que ce soit la douceur ou la gentillesse, ou la patience ou autre chose, j'essaierai sans arrêt de me rapprocher d'elle. Mais cette nature insensible, cet être moqueur, l'aimer, cela me devient chaque jour plus impossible. Bien à toi, Anne. Samedi 12 février 1944. Chère Kitty, le soleil brille, le ciel est d'un bleu profond. Il souffle un vent délicieux et j'ai une telle envie de tout, de parler, de liberté, d'amis, de solitude. J'ai une telle envie de pleurer.
Au-dedans de moi, j'ai l'impression d'éclater, et je sais que cela irait mieux si je pleurais. Je ne peux pas. Je suis agité, vais d'une pièce à l'autre, aspire un peu d'air à la jointure d'une fenêtre fermée, sens mon cœur battre, comme s'il me disait « Satisfais enfin mon désir ». Je crois que je sens en moi le printemps, l'éveil du printemps, je le sens dans tout mon corps et dans mon âme. Je dois me contenir pour me conduire normalement. Je suis dans la confusion la plus complète, je ne sais pas quoi lire, pas quoi écrire, pas quoi faire. Je sais seulement que je désire. Bien à toi, Anne. Lundi 14 février 1944. Cher Kitty, depuis samedi, beaucoup de choses ont changé pour moi. Voici en quoi. Je désirais et je désire encore, mais pour une petite, toute petite part, j'ai déjà été exaucé. Dès dimanche matin, j'ai remarqué, je vais être franche à ma grande joie, que Peter n'arrêtait pas de me regarder d'une certaine façon. Une toute autre façon que d'habitude. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer comment, mais j'ai eu soudain l'impression qu'il n'était pas si amoureux de Margot que je l'avais cru d'abord. Toute la journée, j'ai fait exprès de ne pas trop le regarder, car si je le faisais, il me rendait toujours mon regard, et alors, oui alors, j'avais en moi une douce sensation que je m'interdisais souvent d'éprouver trop souvent. Dimanche soir, ils étaient tous réunis autour de la radio, sauf Pim et moi, pour écouter la musique immortelle des maîtres allemands. Dussel n'arrêtait pas de tourner les boutons, ce qui irritait Peter et les autres aussi. Au bout d'une demi-heure de nervosité contenue, Peter, plutôt agacé, lui a demandé de cesser de tripoter le poste. Dussel lui a répondu de son air le plus hautain. « C'est ce que je fais. » Peter s'est mis en colère, a répliqué avec insolence, M. Van Damme a pris son parti, et Dussel a dû céder. On en est resté là. En soi, le point de départ de l'incident n'était pas extrêmement important, mais il semble que Peter ait pris l'affaire très à cœur. En tout cas, ce matin, pendant que je fouillais au grenier dans la caisse à livres, il est venu me voir et s'est mis à me parler de la question. Je n'étais au courant de rien. Peter s'est aperçu qu'il avait trouvé en moi une auditrice attentive et s'est enhardi. « Oui, et tu vois, m'a-t-il dit, j'y regarde à 2 fois avant de m'exprimer, parce que je sais d'avance que je vais m'embrouiller. Je me mets à bégayer, je rougis et je bouscule le sens de ce que je voulais dire, jusqu'au moment où je dois m'interrompre parce que je ne trouve plus mes mots. C'est ce qui m'est arrivé hier, je voulais dire tout autre chose, mais une fois sur ma lancée, j'ai perdu le fil et c'est affreux. J'avais autrefois une mauvaise habitude, que j'aimais bien encore pratiquer aujourd'hui. Quand j'étais en colère contre quelqu'un, je lui faisais tâter de mes points, plutôt que d'argumenter avec lui. Je sais bien que cette méthode ne m'avance à rien, et c'est pourquoi je t'admire. Toi, au moins, tu ne t'empêtres pas dans tes phrases. Tu dis aux gens ce que tu as à leur dire, et tu ne te laisses pas intimider le moins du monde. Tu te trompes complètement, ai-je répondu. Dans la plupart des cas, je dis les choses tout autrement que je m'étais promis au départ. Et puis je parle beaucoup trop et beaucoup trop longtemps. C'est une tare au moins aussi grave. Possible, mais tu as au moins cet avantage de ne pas laisser voir que tu es intimidé. Tu ne perds ni ta couleur ni ta forme. À part moi, je ne pouvais m'empêcher de rire de cette dernière phrase, mais je voulais l'amener à continuer de parler de lui tout à son aise. Je n'ai rien montré de mon amusement, me suis assise par terre sur un coussin, ai croisé les bras autour de mes jambes repliées et les regardé d'un air attentif. Je suis folle de joie d'avoir trouvé quelqu'un d'autre dans cette maison qui a exactement les mêmes accès de fureur que moi. Peter était visiblement soulagé de pouvoir critiquer Dussel dans les termes les plus sévères, sans avoir à craindre qu'on aille tout lui répéter. Et moi j'étais contente aussi parce que je notais chez moi un fort sentiment de complicité que je n'avais autrefois qu'avec mes amis. Bien à toi, Anne. Mardi 15 février 1944. L'incident minime avec Dussel a eu de longues suites, et cela par la faute de l'intéressé lui-même. Dussel est venu trouver maman lundi soir, d'un air triomphant, lui a raconté que Peter lui avait demandé le matin même s'il avait passé une bonne nuit, et avait ajouté qu'il regrettait ce qui s'était produit le dimanche soir, et que sa sortie ne reflétait pas vraiment sa pensée. Là-dessus, Dussel l'avait tranquillisé en l'assurant que lui non plus ne l'avait pas trop mal pris. Tout le monde était donc rabiboché. Maman m'a rapporté ce récit, et au fond de moi j'étais stupéfaite que Peter, qui en voulait tant à Dussel, se soit humilié à ce point malgré toutes ses affirmations. Évidemment, je n'ai pas manqué de sonder Peter sur cette affaire, et il m'a appris aussitôt que Dussel avait menti. J'aurais voulu que tu vois le visage de Peter, sa photo aurait valu tous les prix. Indignation devant ce mensonge, fureur, hésitation sur la conduite à tenir,
Agitation et bien d'autres sentiments encore se succédaient rapidement sur son visage et s'y lisaient nettement. Le soir, M. Van Daan et Peter ont passé à Dussel un savon bien senti. Mais cela ne devait pas être bien grave, puisque Peter subissait un traitement dentaire aujourd'hui. En fait, ils ne voulaient plus se parler. Mercredi 16 février 1944. De toute la journée, nous ne nous sommes pas parlé, sauf pour échanger quelques mots sans importance. Il faisait trop froid pour aller au grenier, et de surcroît, c'était l'anniversaire de Margot. À 12h30, il est venu admirer les cadeaux et est resté bavarder beaucoup plus longtemps que nécessaire ou qu'il ne l'aurait fait autrefois. Mais l'après-midi, il a eu sa chance. Comme je voulais bien servir Margot une fois dans l'année, je suis allé chercher le café, puis les pommes de terre. Je suis entré dans la chambre de Peter, il a aussitôt enlevé ses papiers de l'escalier et je lui ai demandé s'il fallait que je referme la trappe. « Oui, a-t-il répondu, « vas-y. En revenant, tu n'auras qu'à frapper et je te la rouvrirai. » Je l'ai remercié, suis monté au grenier et j'ai passé 10 bonnes minutes à chercher les plus petites pommes de terre dans le grand tonneau. À la fin, j'avais mal au dos et j'avais froid. Bien entendu, je n'ai pas frappé, j'ai ouvert la trappe toute seule. Mais il est tout de même venu à ma rencontre avec beaucoup de prévenance et m'a pris la casserole des mains. J'ai cherché longtemps, mais je n'en ai pas trouvé de plus petite. Tu as regardé dans le tonneau ? Oui, j'ai tout retourné avec mes mains. Tout en parlant, j'étais arrivé au pied de l'escalier et lui examinais le contenu de la casserole qu'il tenait toujours entre les mains. « Oh, mais elles sont très bien !» a-t-il dit, et il a ajouté quand j'ai repris la casserole. « Mes compliments !» En même temps, il m'enveloppait d'un regard chaud et doux, qui me faisait chaud et doux aussi à l'intérieur. C'est ainsi que j'ai vraiment remarqué qu'il voulait me faire plaisir, et comme il ne pouvait pas entonner mes louanges, il mettait son intention dans ce regard. Je le comprenais bien, aussi bien, et lui en étais infiniment reconnaissante. Maintenant encore, il me suffit de me remémorer ces paroles et ce regard pour être heureuse. Quand je suis redescendu, maman m'a dit qu'il fallait encore d'autres pommes de terre, cette fois pour le repas du soir. J'ai proposé avec empressement de remonter au grenier. En repassant par la chambre de Peter, je me suis excusé d'avoir à le déranger une nouvelle fois. Il s'est levé, s'est posté entre l'escalier et le mur, m'a saisi le bras alors que j'avais déjà monté quelques marches, voulant me retenir à toute force. « J'y vais moi, de toute façon il faut que je monte », a-t-il dit. Mais je lui ai répondu que ce n'était vraiment pas la peine et que cette fois, je n'avais pas besoin d'en choisir des petites. Convaincu, il m'a lâché le bras. Sur le chemin du retour, il est venu m'ouvrir la trappe et m'a pris de nouveau la casserole des mains. Arrivé à la porte, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?»« Du français, a-t-il répondu. Je lui ai demandé si je pouvais jeter un coup d'œil à ses leçons, me suis lavé les mains et me suis assis en face de lui sur le divan. Je lui ai d'abord expliqué certaines difficultés du français et nous n'avons pas tardé à bavarder. Il m'a raconté que plus tard, il voulait aller aux Indes néerlandaises et vivre dans des plantations. Il m'a parlé aussi de sa vie chez lui, du marché noir, et a affirmé qu'il n'était qu'un bon à rien. Je lui ai dit qu'il avait un complexe d'infériorité plutôt développé. Il a parlé de la guerre, m'a dit que les Russes et les Anglais se feraient sûrement la guerre à leur tour, et puis il a parlé des Juifs. Il aurait trouvé beaucoup plus facile d'être chrétien, et de pouvoir être chrétien après la guerre. Je lui ai demandé s'il voulait se faire baptiser, mais il n'y songeait pas non plus. Au fond, il n'était pas capable d'avoir les mêmes sentiments que les chrétiens, dit-il, mais après la guerre, personne ne saurait s'il était chrétien ou juif. À ce moment-là, j'ai senti un pincement au cœur. Je trouve si dommage qu'il ait en lui un reste de fausseté. Peter a dit aussi « Les Juifs ont toujours été le peuple élu et le resteront toujours. » J'ai répondu « J'espère en tout cas qu'ils seront une fois élus pour leur bien. » Mais par ailleurs, nous avons bavardé comme de vrais amis, parlant de papa, de la connaissance des autres et de toutes sortes de sujets, je ne sais plus quoi moi-même. Je ne l'ai quitté qu'à 5h15 parce que Bep arrivait. Le soir, il a dit encore une chose que j'ai trouvée belle. Nous parlions d'une star de cinéma dont je lui avais donné la photo qui est accrochée dans sa chambre depuis au moins 1 an et demi. Il l'aimait beaucoup et je lui ai proposé de lui donner d'autres photos de stars. « Non, a-t-il répondu, je préfère en rester là. Celles que j'ai ici me suffisent. Je les regarde tous les jours et elles sont devenues mes amies. Maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi il sert toujours Mouchi contre lui. Il a naturellement besoin de tendresse, lui aussi. Encore une chose qu'il a dite et que j'ai oublié de noter. Il a dit « Non, je ne connais pas la peur, sauf quand j'ai quelque chose qui ne va pas, mais je commence déjà à m'en défaire. » Ce sentiment d'infériorité chez Peter va vraiment très loin. Par exemple, il croit toujours qu'il est très bête, et nous très intelligents. Quand je l'aide en français, il me remercie plutôt 1000 fois qu'une.
Un jour, je vais tout de même lui dire carrément. Arrête tes bêtises, toi tu connais l'anglais et la géographie beaucoup mieux. Anne Frank. Jeudi 17 février 1944. Cher Kitty, ce matin j'étais en haut et j'avais promis à madame de lui lire quelques petites histoires. J'ai commencé par le rêve d'Eva, qui l'a bien amusé, puis j'ai lu quelques anecdotes de l'annexe, qui les ont fait éclater de rire. Peter a écouté aussi en partie, je veux dire seulement les anecdotes, et m'a demandé de venir une fois le retrouver pour lui en lire plus. J'ai pensé pouvoir tenter ma chance, je suis allé chercher mon journal et lui ai fait lire le passage entre Caddy et Hans sur Dieu. Je suis incapable de dire quel genre d'impression cela lui a fait. Il a dit quelque chose que je ne me rappelle plus, pas sur la qualité, mais sur la pensée elle-même. Je lui ai dit que je voulais seulement montrer que je ne me contentais pas d'écrire des choses drôles. Il a hoché la tête puis a quitté la pièce. Je me demande s'il va m'en reparler. Bien à toi, Anne Frank. Vendredi 18 février 1944. Très cher Kitty, chaque fois que je vais là-haut, à n'importe quel moment, c'est toujours dans le but de le voir. Ma vie ici s'est donc beaucoup améliorée, en fait, parce qu'elle a retrouvé un but et que je peux prendre plaisir à quelque chose. Au moins l'objet de mon amitié est toujours sous le même toit, et je n'ai pas à craindre de rival, à part Margot. Ne va surtout pas penser que je suis amoureuse, car ce n'est pas vrai. Mais j'ai constamment le sentiment qu'entre Peter et moi peut se développer quelque chose de beau, quelque chose qui est l'amitié et qui donne confiance. Dès que je le peux, je vais le rejoindre, et ce n'est plus comme avant, où il ne savait pas trop quelle contenance prendre avec moi. Au contraire, je suis déjà presque sorti qu'il me parle encore. Maman n'aime pas que j'aille là-haut, elle dit toujours que j'ennuie Peter, et que je devrais le laisser tranquille. Elle ne comprend donc pas qu'en plus, j'ai de l'intuition ? Toujours, lorsque j'entre dans la petite chambre, elle me lance un drôle de regard. Quand je redescends de là-haut, elle me demande où j'ai été. C'est triste à dire, mais à la fin, je vais me mettre à la détester. Bien à toi, Anne M. Frank. Samedi 19 février 1944. Cher Kitty, nous revoilà samedi et cela veut tout dire. La matinée a été calme, je suis resté près d'une heure là-haut, mais lui, je ne lui ai parlé qu'un instant. À 2h30, quand ils ont tous été en haut, soit pour lire, soit pour dormir, j'ai pris la couverture et me suis retiré en bas et installé au bureau pour lire ou pour écrire. Je n'ai pas tenu longtemps, alors j'ai craqué. J'ai laissé ma tête retomber sur mon bras et j'ai éclaté en sanglots. Les larmes coulaient et je me sentais profondément malheureuse. Oh, si seulement il était venu me consoler. Il était déjà 4h lorsque je suis remonté en haut. À 5h, je suis allé chercher des pommes de terre, le cœur plein d'espoir d'une nouvelle rencontre. Mais j'étais encore dans la salle de bain, en train de m'arranger les cheveux, lorsqu'il est descendu voir Mofi. Je voulais aider madame et je suis allé m'installer là-haut avec mon livre. Mais soudain, j'ai senti les larmes monter de nouveau et je me suis hâté de redescendre aux toilettes, en prenant au passage le petit miroir à main. Et me voilà donc, longtemps après avoir fini, assise tout habillée sur les toilettes, tandis que mes larmes laissaient des taches sombres sur le rouge de mon tablier, et que je ressentais une profonde tristesse. Je pensais à peu près. Oh, de cette façon je n'atteindrai jamais Peter, peut-être qu'il ne me trouve pas gentille du tout, et qu'il n'a absolument aucun besoin de se confier. Peut-être qu'il ne pense jamais à moi que superficiellement. Oh, je vais devoir continuer seul, sans confident et sans Peter. Et peut-être bientôt sans espoir, sans consolation, et sans attente d'aucune sorte. Oh, si je pouvais blottir ma tête contre son épaule et ne pas me sentir aussi désespérément seul et abandonné. Qui sait, il ne s'intéresse peut-être pas du tout à moi et regarde les autres avec la même douceur. Je me suis probablement imaginé que c'était pour moi. Oh, Peter, si seulement tu pouvais m'entendre ou me voir. Mais moi, je ne pourrais pas supporter la vérité qui est peut-être si décevante. Un moment après, j'avais retrouvé l'espoir et j'étais pleine d'attente, alors que les larmes continuaient à couler en moi. Bien à toi, Anne M. Frank. Dimanche 20 février 1944. Ce qui chez d'autres gens se passe la semaine a lieu à l'annexe le dimanche. Quand d'autres gens mettent leurs beaux habits et se promènent au soleil, nous ici, nous sommes occupés à frotter, à balayer et à laver. 8h, en dépit des faiseurs de grasse matinée, Dussel, lui, se lève à 8h, va dans la salle de bain, puis en bas, remonte, et suit alors dans la salle de bain une grande toilette qui dure 1 heure entière. 9h30, on allume les poêles, on ôte le camouflage, et Van Damme va dans la salle de bain.
L'une des épreuves du dimanche matin est que, de mon lit, j'ai vu en plein sur le dos de Dussel quand il fait sa prière. Chacun s'étonnera si je dis qu'un Dussel en train de prier est un spectacle affreux. Non qu'il se mette à pleurer ou à faire du sentiment, oh non, mais il a l'habitude de se balancer pendant un quart d'heure, je dis bien un quart d'heure, en se penchant alternativement sur les talons et la pointe des pieds. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Ça n'en finit pas, et si je ne ferme pas les yeux, j'en ai presque le tournis. 10h15. Vandan siffle un petit coup, la salle de bain est libre. Chez nous, les premiers visages ensommeillés émergent des oreillers. Puis tout va vite, vite, vite. Tour à tour, Margot et moi allons aider à la lessive. Comme il fait plutôt froid en bas, un pantalon long et un fichu ne sont pas de trop. Entre-temps, papa s'affaire dans la salle de bain. À 11h, Margot s'y rend à son tour, ou moi, et tout le monde est propre. 11h30, petit déjeuner. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, car on parle déjà bien assez de nourriture sans moi. 12h15. Tout le monde s'en va de son côté. Papa en salopette est bientôt à genoux par terre et brosse le tapis avec tant d'énergie que la pièce est enveloppée dans un gros nuage de poussière. Le sieur Dussel fait les lits, en se trompant naturellement, et ce faisant, sifflote toujours le même concerto pour violon de Beethoven. On entend maman traîner les pieds au grenier où elle étend le linge. Monsieur Vandan met son chapeau et disparaît vers des régions inférieures, suivi de Peter et de Mouchy. Madame enfile un grand tablier au pan tombant, une veste de laine noire et des caoutchoucs sur ses chaussures, se noue une grosse écharpe de laine rouge sur la tête, prend un ballot de linge sale sous le bras, et après un dernier petit salut de lavandière savamment étudié, va à la lessive. Margot et moi faisons la vaisselle et rangeons la pièce pendant ce temps. Mercredi 23 février 1944. Très chère Kitty, depuis hier le temps est superbe et je me sens tout requinqué. Mon écriture, ce que j'ai de plus précieux, avance bien. Je vais presque tous les matins au grenier pour expulser de mes poumons l'air confiné de ma chambre. Ce matin, quand je suis remonté au grenier, Peter était en train de faire du rangement. Il en a vite terminé et au moment où je m'asseyais par terre à ma place préférée, il est venu me rejoindre. Nous avons regardé tous les deux le bleu magnifique du ciel, le marronnier dénudé aux branches duquel scintillaient de petites gouttes, les mouettes et d'autres oiseaux qui semblaient d'argent dans le soleil, et tout cela nous émouvait et nous saisissait tous deux, à tel point que nous ne pouvions plus parler. Debout, il s'appuyait de la tête contre une grosse poutre. J'étais assise, nous humions l'air, regardions dehors et sentions que c'était une chose à ne pas interrompre par des paroles. Nous avons regardé très longtemps dehors, et quand il est parti couper du bois, j'avais compris que c'est un chic type. Il a grimpé l'escalier qui mène au comble, je l'ai suivi, et pendant le quart d'heure où il a coupé du bois, nous n'avons pas échangé une parole. De ma place, je le regardais, il faisait des efforts visibles pour bien couper et me montrer sa force. Mais je regardais aussi par la fenêtre ouverte, je découvrais une grande partie d'Amsterdam, tous les toits jusqu'à l'horizon qui était d'un bleu si clair que la ligne ne se distinguait pas nettement. Aussi longtemps que ceci dure, pensais-je, et que je puis en profiter, ces rayons de soleil, ce ciel sans aucun nuage, il m'est impossible d'être triste. Pour tous ceux qui ont peur, qui sont solitaires ou malheureux, le meilleur remède est à coup sûr de sortir, d'aller quelque part où l'on sera entièrement seul, seul avec le ciel, la nature et Dieu. Car alors seulement et uniquement alors, on sent que tout est comme il doit être et que Dieu veut voir les hommes heureux dans la nature simple, mais belle. Aussi longtemps que ceci existera, et c'est sans doute pour toujours, je sais que dans n'importe quelle circonstance, il y aura aussi une consolation pour chaque chagrin. Et je crois fermement qu'au milieu de toute la détresse, la nature peut effacer bien des tourments. Oh, qui sait, peut-être ne me faudra-t-il plus attendre très longtemps pour partager ce sentiment d'être inondé de bonheur avec quelqu'un qui ressent les choses exactement comme moi. Bien à toi, Anne. PS. Pensez. À Peter. Nous sommes privés ici de beaucoup, beaucoup de choses et depuis longtemps, et elles me manquent aussi, tout comme à toi. Ne crois pas que je parle de choses extérieures, car de celles-là nous sommes remarquablement pourvus. Non, je veux dire les choses intérieures. J'ai envie autant que toi de liberté et d'air pur, mais je crois que nous avons été largement dédommagés de ces privations. Je veux dire une compensation intérieure. Ce matin, quand j'étais devant la fenêtre, en regardant dehors, c'est-à-dire en regardant Dieu et la nature au fond des yeux, j'étais heureuse, purement et simplement heureuse. Et Peter, aussi longtemps qu'existe ce bonheur intérieur, ce bonheur qui vient de la nature, de la santé,
et de tant d'autres choses, aussi longtemps qu'on le porte en soi, on se sentira toujours heureux. Richesse, considération, on peut tout perdre, mais ce bonheur au fond du cœur, il ne peut guère qu'être voilé, et il saura nous rendre heureux aussi longtemps que l'on vivra. Quand tu es seul et malheureux, que tu as du chagrin, essaie toi aussi de monter dans les combles par un aussi beau temps et de regarder au dehors. Pas de regarder les maisons et les toits, mais le ciel. Tant que tu pourras contempler le ciel sans crainte, tu sauras que tu es pur intérieurement, et que malgré les ennuis, tu retrouveras le bonheur. Dimanche 27 février 1944. Très cher Kitty, du matin au soir, je ne fais rien d'autre, à vrai dire, que de penser à Peter. Je m'endors avec son image devant les yeux, je rêve de lui, et il me regarde encore lorsque je me réveille. J'ai la nette impression qu'il y a beaucoup moins de différence entre Peter et moi qu'il y paraît de l'extérieur, et je vais t'expliquer pourquoi. Il nous manque à tous deux, à Peter et à moi, une mère. La sienne est trop superficielle, aime flirter, et ne s'inquiète guère des pensées de Peter. La mienne s'occupe beaucoup de moi, mais n'a aucun tact, aucune finesse de sentiment, aucune compréhension maternelle. Peter et moi sommes tous deux aux prises avec notre vie intérieure. Nous sommes tous deux encore peu sûrs de nous, et au fond trop tendres et trop doux de l'intérieur pour être maniés aussi rudement. Alors il m'arrive de vouloir me sauver ou de vouloir cacher mes sentiments. Je renverse de l'eau partout, j'entrechoque les casseroles et fais du tapage, si bien que tout le monde souhaiterait me voir ailleurs. Lui se renferme, ne parle presque pas, reste silencieux et rêve, et fait de la sorte autant d'efforts pour se cacher. Mais quand et comment finirons-nous par nous rejoindre? Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai maîtriser ce désir par la raison. Bien à toi, Anne M. Frank. Lundi 28 février 1944. Très cher Kitty, cela devient un cauchemar de la nuit et du jour. Je le vois à toute heure ou presque et ne peux l'approcher. Je n'ai le droit de rien montrer à personne. Il faut que je sois gai quand tout en moi est désespoir. Peter Schiff et Peter Van Damme se sont fondus en un seul Peter, qui est bon et gentil, et dont j'ai terriblement besoin. Maman est affreuse, papa est gentil et par là encore plus insupportable. Margot est la plus insupportable de tous, parce qu'elle prétend qu'on lui fasse bonne figure et que je veux avoir la paix. Peter n'est pas venu me rejoindre au grenier, il est allé dans les combles pour y bricoler un peu avec du bois. À chaque craquement et à chaque coup de marteau tombait un morceau de mon courage, et je devenais plus triste encore. Et dans le lointain, un carillon jouait, le corps droit, l'âme droite. Je suis sentimental, je le sais. Je suis désespéré et déraisonnable, je le sais aussi. Oh, aide-moi. Bien à toi, Anne M. Frank. Mercredi 1er mars 1944. Cher Kitty, mes problèmes personnels se sont retirés au second plan, et ce, du fait d'un cambriolage. Je deviens monotone avec mes cambriolages, mais est-ce ma faute à moi si les cambrioleurs prennent tant de plaisir à honorer Giz & Co de leur visite? Ce cambriolage-ci est beaucoup plus compliqué que le précédent, de juillet 1943. Hier soir, lorsque M. Van Damme est descendu comme à son habitude à 7h30 dans le bureau de Kugler, il a vu que la porte de communication vitrée et celle du bureau étaient ouvertes. Cela l'a étonné, il a continué, et son étonnement a grandi quand il a trouvé ouvertes les portes du cabinet et un fouillis indescriptible dans le bureau de devant. Un voleur est passé par ici, a-t-il pensé en un éclair, et pour en avoir aussitôt le cœur net, il a descendu l'escalier, empoigné la porte d'entrée, tâté la serrure Lips, tout était fermé. Oh, il faut croire que Bep et Peter ont été très négligents ce soir, a-t-il alors supposé. Il est demeuré un moment dans le bureau de Kugler, puis a éteint la lampe, est remonté et n'a plus guère songé aux portes ouvertes, ni aux fouillis du bureau de devant. Ce matin, Peter a frappé de bonne heure à notre porte et nous a annoncé une nouvelle pas trop réjouissante. La porte d'entrée était grande ouverte. En outre, il nous a rapporté que l'appareil de projection et le nouveau porte-document de Kugler avaient disparu du placard. Peter a été chargé d'aller fermer la porte. Van Damme a fait part de ses constatations de la veille au soir et nous étions fort inquiets. Toute l'affaire ne peut avoir qu'une seule explication. Le voleur possède un double de la clé de la porte, car celle-ci n'avait pas du tout été forcée. Il a dû se glisser ici, très tôt dans la soirée, a refermé la porte derrière lui, a été dérangé par Van Damme. Il s'est caché jusqu'à son départ, puis a fui avec son butin en laissant la porte ouverte dans sa hâte. Qui peut bien avoir notre clé? Pourquoi le voleur n'est-il pas allé à l'entrepôt? Le coupable serait-il l'un de nos propres magasiniers? Et ne va-t-il pas nous trahir, à présent qu'il a entendu et peut-être même vu Van Damme?
C'est vraiment très inquiétant, parce que nous ne savons pas si le cambrioleur en question ne va pas avoir l'idée de rouvrir notre porte une autre fois, à moins qu'il n'ait eu peur de l'homme qui rôdait ici. Bien à toi, Anne. PS. Si tu pouvais nous dénicher un bon détective, cela nous serait très agréable. La première condition est naturellement qu'on puisse lui faire confiance sur le chapitre de la clandestinité. Jeudi 2 mars 1944. Cher Kitty, Margot et moi étions ensemble au grenier, pourtant je ne prends pas autant de plaisir à être avec elle que je m'étais figuré avec Peter ou avec un autre. Je sais bien cependant que sur la plupart des sujets, elle a les mêmes sentiments que moi. En faisant la vaisselle, Bep a commencé à parler de sa mélancolie à maman et à Madame Van Damme. Quel secours peut-elle attendre de ces deux-là? Notre mère, surtout avec son manque de tact, vous ferait plutôt couler. Sais-tu ce qu'elle lui a donné comme conseil? Elle n'avait qu'à penser à tous ces gens qui périssent dans ce monde. Qui peut donc trouver du réconfort dans la pensée de la détresse quand il la connaît lui-même? C'est ce que j'ai dit. La réponse a été naturellement que je ne suis pas en âge de parler de ces choses-là. Ce que les adultes peuvent être idiots et stupides. Comme si Peter, Margot, Bep et moi ne ressentions pas tous la même chose, contre laquelle il n'y a qu'un remède. L'amour maternel ou l'amour de très très bons amis. Mais ces deux mères ici, elles ne nous comprennent pas pour dessous. Madame Van Damme peut être encore mieux que maman. Oh, j'aurais tant voulu dire quelque chose à cette pauvre Bep, une chose dont je sais d'expérience qu'elle console. Mais papa s'en est mêlé et m'a écarté sans ménagement. Comme ils sont tous stupides. Avec Margot, j'ai parlé aussi de papa et maman, comme nous pourrions nous amuser ici si ces deux-là n'étaient pas aussi embêtants. Nous pourrions organiser des soirées où chacun parlerait d'un sujet à tour de rôle. Mais la cause est entendue, je ne peux pas parler ici. Monsieur Van Damme attaque, maman devient tranchante et ne peut parler de rien d'un ton calme. Papa n'a aucune envie de ce genre de discussion. Pas plus que monsieur Dussel, et madame se fait toujours critiquer, au point qu'elle en devient toute rouge et ne peut presque plus se défendre. Et nous n'avons pas le droit d'avoir une opinion? Oui, ils sont terriblement modernes, ne pas avoir d'opinion. On peut dire à quelqu'un « tiens ta langue », mais ne pas avoir d'opinion, cela n'existe pas. Personne ne peut défendre à un autre d'avoir son opinion, si jeune que soit cet autre. Bep, Margot, Peter et moi ne pouvons trouver du secours que dans un amour fort et désintéressé, un amour qu'aucun de nous ne reçoit ici. Et personne ne peut nous comprendre, surtout pas ces idiots qui font les sages, car nous sommes beaucoup plus sensibles et beaucoup plus avancés dans nos réflexions que les gens d'ici ne pourraient le supposer, de près ou de loin. L'amour, qu'est-ce que l'amour? Je crois que l'amour est quelque chose qui, au fond, ne se laisse pas traduire en mots. L'amour, c'est comprendre quelqu'un, tenir à quelqu'un, partager bonheur et malheur avec lui. Et l'amour physique en fait partie, tôt ou tard. On a partagé quelque chose, on a donné, on a reçu. Et ce, que l'on soit marié ou non, que l'on ait fait un enfant ou non. Que l'on ait perdu son honneur, peu importe, si l'on est sûr d'avoir à côté de soi pour le reste de sa vie quelqu'un qui vous comprenne et que l'on n'ait à partager avec personne. En ce moment, maman est encore en train de ronchonner. Elle est visiblement jalouse que je passe plus de temps à parler avec Madame Van Damme qu'avec elle. Tu penses comme je m'en moque. Cet après-midi, j'ai attrapé Peter au vol. Nous avons parlé au moins 3/4 d'heure. Peter avait beaucoup de mal à se confier, mais les mots ont fini par venir, très lentement. Je ne savais vraiment pas ce que je devais faire, descendre ou rester en haut avec lui, mais je voudrais tant l'aider. Je lui ai raconté l'histoire de Bep en insistant sur le manque de tact des deux mères. Il m'a raconté que ses parents se querellaient constamment sur la politique et les cigarettes, et sur tous les sujets possibles. Comme je l'ai déjà dit, Peter était très intimidé, mais cela ne l'a pas empêché de laisser échapper qu'il aimerait bien ne plus voir ses parents pendant 2 ans. Mon père est loin d'être aussi sympathique qu'il en a l'air, dit-il, mais sur la question des cigarettes, maman a absolument raison. Je lui ai parlé aussi de ma mère, mais il a pris la défense de papa, disant que c'était un type du tonnerre. Ce soir, au moment où je raccrochais mon tablier après la vaisselle, il m'a rappelé pour me demander de ne pas dire en bas qu'ils avaient une nouvelle dispute et ne se parlaient plus. Je le lui ai promis, même si j'en avais déjà parlé à Margot, mais je suis convaincu que Margot tiendra sa langue. J'ai dit « Mais non, Peter, tu n'as rien à craindre, j'ai perdu l'habitude de tout raconter, je ne répète rien de ce que tu me dis. » Cela lui a fait plaisir. Je lui ai parlé aussi de ces médisances continuelles chez nous, et je lui ai dit « Margot a bien sûr parfaitement raison de dire que je ne tiens pas parole, car je veux bien cesser de dire du mal des gens, mais je ne prends que trop de plaisir à le faire quand il s'agit de M. Dussel. »
C'est très bien de ta part, a-t-il dit. Il avait rougi, et à mon tour, je me sentais presque confuse devant ce compliment qui partait du cœur. Nous avons parlé encore des gens d'en bas et d'en haut. Peter était vraiment étonné d'apprendre que nous n'apprécions toujours pas ses parents. Je lui ai dit « Peter, tu sais que je suis franche. Pourquoi ne te le dirais-je pas? Nous sommes au courant de leurs défauts, nous aussi. » J'ai ajouté « Peter, je voudrais tant t'aider. Est-ce possible? Tu es plongé dans toutes ces histoires, et même si tu n'en dis rien, je sais bien que tu te ronges. Oh, je serais toujours heureux de profiter de ton aide. Il vaut peut-être mieux que tu ailles voir papa. Lui non plus ne répète rien. Tu peux tout lui raconter sans problème, tu sais. Oui, c'est un vrai camarade. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Peter a fait oui de la tête et j'ai poursuivi. Lui aussi t'aime bien, tu sais. Il m'a lancé un regard bref en rougissant. C'était vraiment touchant de voir à quel point ces quelques mots lui faisaient plaisir. Tu crois? M'a-t-il demandé. Oui, on peut le déduire de ce qu'il laisse échapper de temps en temps. À ce moment, M. Van Damme est arrivé pour lui dicter quelque chose. Peter aussi est sûrement un type du tonnerre, tout comme papa. Bien à toi, Anne M. Frank. Vendredi 3 mars 1944. Très chère Kitty, ce soir, en regardant la flamme de la bougie, je me suis senti redevenir heureuse et calme. En fait, c'est grand-mère qui se tient dans cette bougie, et c'est grand-mère aussi qui me préserve et me protège, et qui me rend ma joie. Mais il en est un autre qui domine toute mon humeur, et c'est Peter. Aujourd'hui, quand je suis allé chercher des pommes de terre, et que j'étais encore dans l'escalier avec ma casserole pleine, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu as fait à midi ?» Je me suis assis sur l'escalier et nous avons commencé à parler. À 5h15, 1 heure après le moment où j'étais parti les chercher, les pommes de terre arrivaient à destination. Peter n'a plus dit un mot de ses parents, nous avons seulement parlé de livres et d'autres fois. Oh, que ce garçon a un regard chaleureux. Il ne m'en faudrait plus beaucoup, je crois, pour tomber amoureuse de lui. C'est de cela qu'il a parlé ce soir. Je suis entré chez lui, après l'épluchage des pommes de terre, en me plaignant d'avoir chaud. On peut voir la température rien qu'en nous regardant, Margot et moi. Quand il fait froid, nous sommes toutes blanches, et quand il fait chaud, toutes rouges, ai-je dit. Amoureuse demanda-t-il. Pourquoi serais-je amoureuse? Ma réponse, ou plutôt, pour mieux dire, ma question était un peu bébête. Pourquoi pas, a-t-il dit, et à ce moment on nous a appelés pour dîner. A-t-il voulu sous-entendre quelque chose par cette question? Aujourd'hui j'ai enfin pris sur moi de lui demander si mon bavardage ne l'ennuyait pas. Il a dit seulement « Ça ne me dérange pas, tu sais. » Dans quelle mesure cette réponse est-elle due à la timidité? Je ne peux pas en juger. Kitty, je suis comme une amoureuse qui ne sait pas parler de son chéri. D'ailleurs, Peter est un vrai chéri, c'est bien vrai. Mais quand le lui dire? Uniquement si lui aussi m'appelle sa chérie, bien sûr. Mais je suis un petit chat à prendre avec des gants, je le sais bien. Et il tient à sa tranquillité, donc jusqu'à quel point il me trouve gentille, je n'en ai aucune idée. En tout cas, nous apprenons à nous connaître un peu mieux. J'attends avec impatience que nous osions nous dire beaucoup plus de choses. Mais qui sait, ce temps viendra peut-être plus vite que je ne le pense. Plusieurs fois par jour, il me lance un regard de connivence. Je lui réponds d'un clin d'œil, et nous sommes heureux tous les deux. Il faut que je sois folle pour parler de son bonheur, mais j'ai le sentiment irrépressible qu'il pense exactement comme moi. Bien à toi, Anne M. Frank. Samedi 4 mars 1944. Ma chère Kitty, ce samedi est le premier depuis des mois et des mois à être moins ennuyeux, moins triste et moins monotone que tous les précédents. Peter en est la cause et personne d'autre. Ce matin, je venais raccrocher mon tablier au grenier lorsque papa m'a demandé si je ne voulais pas rester pour parler un peu français. J'étais d'accord, nous avons d'abord parlé français, je lui ai expliqué certaines choses, puis nous avons fait de l'anglais. Papa nous a lu du Dickens et le roi n'était pas mon cousin, car j'étais sur la chaise de papa tout à côté de Peter. À 11h moins le quart, je suis descendu, et à 11h30, quand je suis remonté, il était déjà à m'attendre dans l'escalier. Nous avons parlé jusqu'à 1h moins le quart. Dès qu'il en trouve l'occasion, si je sors d'une pièce, par exemple, après le repas, et que personne ne nous entende, il dit « Au revoir, Anne, à tout à l'heure. » Oh, je suis tellement contente. Est-ce qu'il se mettrait tout de même enfin à m'aimer? En tout cas, c'est un garçon sympathique, et ça pourrait être vraiment super de parler avec lui. Maman ne trouve rien à redire à nos conversations, mais aujourd'hui elle a demandé pour nous taquiner. Est-ce que je peux vous faire confiance, tous les deux là-haut? Bien sûr, ai-je protesté, vous me faites injure. Je me réjouis du matin au soir de voir Peter. Bien à toi, Anne M. Frank. PS, j'allais oublier, cette nuit est tombée une grosse giboulée de neige.
Ça ne se voit presque plus maintenant, tout a fondu. Lundi 6 mars 1944. Cher Kitty, tu ne trouves pas bizarre que, depuis que Peter m'a parlé des histoires de ses parents, je me sente un peu responsable de lui? Il me semble que ces querelles me regardent autant que lui, et pourtant je n'ose plus lui en parler, car j'ai peur de lui déplaire. Pour rien au monde je ne voudrais être indélicate. Le visage de Peter révèle qu'il pense tout autant que moi, et hier soir j'ai été irrité d'entendre madame dire de son ton le plus moqueur, le penseur. Peter en était rouge de confusion, et moi j'étais prêt d'exploser. Ces gens ne peuvent donc pas tenir leur langue. Tu ne peux pas savoir comme c'est triste d'être témoin de sa solitude sans pouvoir rien faire. Je m'imagine, comme si je l'avais éprouvé moi-même, le désespoir qu'il doit ressentir parfois devant les querelles ou les manques d'amour. Pauvre Peter, comme il a besoin d'amour. Comme c'était dur à entendre lorsqu'il a affirmé qu'il n'avait pas besoin d'amis. Oh, comme il se trompe. Je crois aussi qu'il n'en pense pas un mot. Il se raccroche à sa virilité, à sa solitude et à son masque d'indifférence, pour ne pas sortir de son rôle, et surtout ne jamais montrer ce qu'il ressent. Pauvre Peter, combien de temps pourra-t-il encore tenir ce rôle? Ses efforts surhumains ne seront-ils pas suivis d'une terrible explosion? Oh Peter, si seulement je pouvais t'aider, si j'en avais le droit. À nous deux, nous saurions bien chasser notre solitude. Je pense beaucoup, mais ne dis pas grand-chose. Je suis heureuse lorsque je le vois et qu'en plus le soleil brille. Hier, pendant qu'on me lavait la tête, je faisais la folle et pourtant je savais très bien qu'il était dans la pièce d'à côté. Je n'y pouvais rien. Plus je suis calme et sérieuse au fond de moi, plus je suis exubérante. Qui sera le premier à m'être à nu et à percer cette cuirasse? C'est tout de même une bonne chose que les Vandamme n'aient pas une fille. Jamais ma conquête ne serait aussi difficile, aussi belle et aussi délicieuse s'il n'y avait justement l'attrait de l'autre sexe. Bien à toi, Anne M. Frank. P.S. Tu sais que je t'écris tout avec franchise et c'est pourquoi je dois t'avouer que ma vie se passe dans l'attente de chaque nouvelle rencontre. J'espère constamment découvrir que lui aussi m'attend de la même façon et je suis transporté de joie lorsque je remarque ses petits travaux d'approche timide. À mon avis, il donnerait tout pour s'exprimer avec autant de facilité que moi. Il ne se doute pas que c'est justement sa gaucherie qui me touche à ce point. Mardi 7 mars 1944. Cher Kitty, quand je songe aujourd'hui à ma petite vie douillette de 1942, elle me paraît irréelle. Cette vie de rêve était le lot d'une Anne Frank toute différente de celle qui a mûri ici. Oui, une vie de rêve, voilà ce que c'était. Dans chaque recoin, 5 admirateurs, une bonne vingtaine d'amis et de copines, la chouchoute de la plupart des profs, gâtée par papa et maman, bonbons à foison, assez d'argent, que désirer de plus? Tu vas sans doute me demander comment j'ai fait pour mettre dans ma poche tous ces gens. La réponse de Peter, séduction naturelle, n'est pas tout à fait vraie. Tous les professeurs trouvaient quelque chose de drôle, d'amusant et de spirituel à mes réparties astucieuses, à mes remarques humoristiques, à mon visage rieur et à mon regard critique. Voilà tout ce que j'étais, une flirteuse acharnée, coquette et amusante. J'avais quelques bons côtés qui m'assuraient une certaine popularité, à savoir l'application, de la franchise et de la générosité. Jamais je n'aurais refusé à qui que ce soit le droit de copier sur moi. Je distribuais mes bonbons à pleine main et je n'étais pas prétentieuse. Tant d'admiration ne m'aurait-elle pas rendue arrogante? C'est une chance qu'au milieu, au point culminant de la fête, j'ai été soudain ramené à la réalité, et il m'a fallu plus d'1 an pour m'habituer à ne plus recevoir de nulle part de marques d'admiration. Comment me voyait-il à l'école? Celle qui prenait l'initiative des farces et des blagues, toujours partante, jamais de mauvaise humeur ou pleurnicharde. Quoi d'étonnant si tout le monde voulait m'accompagner à vélo ou me témoigner de petites attentions. Aujourd'hui, je regarde cette Anne Frank comme une fille sympathique, amusante mais superficielle, qui n'a rien à voir avec moi. Que disait Peter à mon sujet? Quand je te voyais, tu étais régulièrement entouré de 2 garçons ou plus et d'une bande de filles. Toujours tu riais, toujours tu étais le point de mire. Il avait raison. Que reste-t-il aujourd'hui de cette Anne Frank? Oh, bien sûr, je n'ai pas encore perdu mon rire, ni mes réparties, et je sais critiquer les gens tout aussi bien, ou encore mieux. Je sais flirter comme avant, et en plus le faire avec esprit, si je veux. C'est là où le bas blesse. Je veux bien encore vivre ainsi, pour une soirée, pour quelques jours, pour une semaine, en apparence insouciante et joyeuse. À la fin de cette semaine, je serai épuisée, profondément reconnaissante à la première personne venue
qui parlerait d'un sujet valable. Je ne veux pas de soupirants, mais des amis, pas d'admirateurs pour un petit sourire câlin, mais pour mon comportement et mon caractère. Je sais très bien qu'alors le cercle de mon entourage serait beaucoup plus petit. Mais quelle importance si je ne garde qu'un petit nombre de gens sincères. Malgré tout, en 1942, je n'étais pas non plus absolument heureuse. Je me sentais souvent abandonnée, mais comme j'étais occupée du matin au soir, je ne réfléchissais pas et je m'amusais autant que je pouvais. J'essayais consciemment ou inconsciemment de chasser le vide par des plaisanteries. À présent, je considère ma propre vie et je remarque qu'une période en est définitivement close. Le temps de l'école sans souci ni tracas ne reviendra jamais plus. Je ne le regrette même pas vraiment, j'ai dépassé ce stade. Je ne peux pas me contenter de batifoler, une petite part de moi conserve toujours son sérieux. Je vois ma vie jusqu'au nouvel an 1944 comme à travers une loupe puissante. Quand nous étions encore chez nous, cette vie ensoleillée, puis en 1942 l'arrivée ici, le passage sans transition, les querelles, les accusations. Je n'arrivais pas à comprendre, j'étais submergé et je ne connaissais rien d'autre que l'insolence pour garder une contenance. La première moitié de 1943, mes crises de larmes, la solitude, la lente prise de conscience de tous mes torts et de tous mes défauts, qui sont si grands et qui me paraissaient 2 fois plus grands encore. Dans la journée, j'oubliais mes problèmes en parlant, j'essayais de rapprocher Pim de moi, et je n'y réussissais pas. Je me retrouvais seul devant une tâche difficile, me rendre tel que je n'ai plus à entendre de reproches, car il me déprimait et me plongeait dans un affreux abattement. La seconde moitié de l'année était un peu meilleure. Je suis entré dans l'âge ingrat. On me considérait plus comme une adulte. J'ai commencé à penser, à écrire des histoires, et je suis parvenu à la conclusion que les autres n'avaient plus à s'occuper de moi, mais ils n'avaient pas le droit de me tirer à droite et à gauche comme une pendule à balancier. J'entendais me réformer moi-même selon ma propre volonté. J'ai compris que je peux me passer de maman, entièrement et totalement. Constatation douloureuse. Mais une chose qui m'a blessé encore plus fort, c'est que je voyais bien que papa ne serait jamais mon confident. Je ne me confiais plus à personne d'autre qu'à moi-même. Après le nouvel an, deuxième grand changement, mon rêve. C'est ainsi que j'ai découvert mon besoin d'un garçon. Pas d'une amie fille, mais d'un ami garçon. Découvert aussi le bonheur en moi et ma cuirasse de superficialité et de gaieté. Mais de temps à autre, je retombais dans le silence. À présent, je ne vis plus que pour Peter, car c'est de lui que dépendra pour une large part ce qu'il adviendra désormais de moi. Et le soir, lorsque je suis couché et que je termine ma prière par ces mots, « Je te remercie pour tout ce qui est bon, aimable et beau », alors je me sens empli d'une jubilation intérieure. Je pense à ce qui est bon, dans la clandestinité, dans ma santé, dans tout mon être, à ce qui est aimable en Peter, ce qui est encore petit et fragile et que tous deux nous n'osons encore nommer, cet amour, l'avenir, le bonheur, et à ce qui est beau et qui veut dire le monde, la nature et l'ample beauté de tout, de toutes les belles choses ensemble. Alors je ne pense pas à toute la détresse, mais à la beauté qui subsiste encore. C'est là que réside pour une grande part la différence entre maman et moi. Le conseil qu'elle donne contre la mélancolie est « Pense à toute la détresse du monde et estime-toi heureuse de ne pas la connaître. » Mon conseil à moi, c'est « Sors, va dans les champs, dans la nature et au soleil. Sors et essaie de retrouver le bonheur en toi. Pense à toute la beauté qui croît en toi et autour de toi et sois heureuse. » À mon avis, la phrase de maman ne tient pas debout, car que doit-on faire quand on connaît soi-même la détresse? On est perdu. En revanche, je trouve que dans n'importe quel chagrin, il subsiste quelque chose de beau. Si on le regarde, on est frappé par la présence d'une joie de plus en plus forte et l'on retrouve soi-même son équilibre. Et qui est heureux rendra heureux les autres aussi. Qui a courage et confiance ne se laissera jamais sombrer dans la détresse. Bien à toi, Anne M. Frank. Mercredi 8 mars 1944. Margot et moi nous sommes envoyés quelques petits messages, seulement pour rire, bien sûr. Anne. Bizarre, hein, les événements de la nuit ne me reviennent en mémoire que beaucoup plus tard. Voilà que je me rappelle tout à coup que M. Dussel a beaucoup ronflé cette nuit. Maintenant, il est 3h moins le quart, mercredi après-midi, et M. Dussel ronfle de nouveau, et c'est pourquoi je m'en suis souvenu naturellement. Quand j'ai dû aller sur le pot, j'ai fait exprès un peu plus de bruit pour mettre un terme à ces ronflements. Margot. Qu'est-ce qu'il vaut mieux entendre, les happements d'air ou le ronflement? Anne. Mieux vaut le ronflement parce qu'il cesse quand je fais du bruit, sans que la personne en question se réveille.
Ce que je n'ai pas écrit à Margot, mais qu'à toi je veux bien avouer, ma chère Kitty, c'est que je rêve maintenant beaucoup de Peter. L'avant-dernière nuit, j'étais ici, dans notre salle de séjour, sur la glace avec un petit garçon de la patinoire de la salle Apollo. Il patinait ici avec sa sœur, à l'éternelle robe bleue et aux jambes maigrichonnes. Je me suis présenté à lui en faisant beaucoup de manières et lui ai demandé son nom. Il s'appelait Peter. Dans mon rêve, je me suis demandé combien de Peter je connaissais maintenant. Puis j'ai rêvé que nous nous trouvions dans la petite chambre de Peter, face à face à côté de l'escalier. Je lui ai dit quelque chose, il m'a donné un baiser, mais a répondu qu'il ne m'aimait pas tant que cela et que je ne devais pas flirter. D'une voix suppliante et désespérée, j'ai dit « Je ne flirte pas à Peter ». En me réveillant, je me suis senti soulagé que Peter ne l'ait pas dit dans la réalité. Cette nuit, nous étions encore en train de nous embrasser, mais les joues de Peter étaient très décevantes. Pas aussi douces qu'elles en ont l'air, mais semblables à la joue de papa, c'est-à-dire à la joue d'un homme qui se rase déjà. Vendredi 10 mars 1944. Très chère Kitty, ce matin, le proverbe « un malheur n'arrive jamais seul » est de circonstance. Peter vient de le citer. Je vais te raconter tous nos ennuis et ceux qui sont peut-être encore suspendus au-dessus de nos têtes. Tout d'abord, conséquence du mariage de Henk et Dadge, hier Miep est malade. Elle a pris froid à la Westerkerk où avait lieu la bénédiction. Deuxièmement, M. Clément n'a toujours pas repris son travail à la suite de sa dernière gastroragie, et Bep est donc seul au bureau. Troisièmement, un monsieur, que je ne nommerai pas, s'est fait arrêter par la police. C'est très grave, non seulement pour l'homme en question, mais pour nous aussi, car nous attendons avec beaucoup d'impatience des pommes de terre, du beurre et de la confiture. Monsieur M, appelons-le ainsi, a 5 enfants de moins de 13 ans et un 6e en route. Hier soir, nous avons eu un nouveau petit moment de frayeur, puisqu'on a soudain tapé contre le mur à côté de nous. Nous étions en train de manger. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une atmosphère pesante, pleine de nervosité. Ces derniers temps, je n'ai plus aucune envie de noter les événements d'ici. Mes propres intérêts me tiennent beaucoup plus à cœur. N'interprète pas mal mon intention, car je trouve affreux le sort de ce pauvre et brave monsieur M, mais il n'y a tout de même pas grand place pour lui dans mon journal. Mardi, mercredi et jeudi, je suis resté près de Peter de 4h30 à 5h15. Nous avons fait du français et bavardé de choses et d'autres. J'attends vraiment avec joie cette petite heure dans l'après-midi, et le plus beau de tout, c'est que je crois que Peter lui aussi apprécie ma venue. Bien à toi, Anne M. Frank. Samedi 11 mars 1944. Chère Kitty, ces derniers temps, je ne tiens plus en place, je vais de haut en bas et inversement. Je suis heureuse de parler à Peter, mais j'ai toujours peur de l'ennuyer. Il m'a raconté un certain nombre de choses sur le passé, sur ses parents et sur lui-même. Cela me paraît beaucoup trop peu et je me demande toutes les 5 minutes comment il se fait que j'en désire plus. Avant, il me trouvait insupportable, c'était réciproque. À présent, j'ai changé d'opinion. Faut-il donc qu'il ait changé lui aussi ? Je pense que oui, mais cela n'implique pas forcément que nous devions devenir de grands amis, encore que cela m'aiderait pour ma part à supporter plus facilement la vie clandestine. Mais je ferais mieux de ne pas me rendre folle, il m'occupe suffisamment la tête et je n'ai pas à te rendre ennuyeuse comme moi, car je me sens en pleine apathie. Dimanche 12 mars 1944. Chère Kitty, la situation devient de plus en plus folle. Depuis hier, Peter ne me regarde plus. On dirait qu'il m'en veut aussi. Maintenant, je fais tous mes efforts pour ne pas lui courir après et pour lui parler le moins possible. Mais c'est très difficile. Qu'est-ce donc qui le détourne souvent de moi et qui l'amène souvent vers moi ? Peut-être que je vois les choses plus sombres qu'elles ne sont en réalité. Peut-être qu'il a des sautes d'humeur, lui aussi. Peut-être que demain tout ira bien de nouveau. Le plus difficile, quand je me sens mal et que j'ai du chagrin, est de faire bonne figure. Il faut parler, rendre service, être avec les autres et surtout avoir l'air gai. Ce qui me manque le plus, c'est la nature et un endroit où je peux être seul aussi longtemps que je le veux. Je crois que je mélange tout, Kitty, mais il faut dire que je suis en pleine confusion. D'un côté, le désir d'être avec lui me rend folle, c'est à peine si je peux entrer dans la pièce sans le regarder. Et d'un autre côté, je me demande pourquoi il m'importe à ce point, pourquoi je ne peux pas retrouver mon calme. Jour et nuit, tant que je suis éveillé, je passe mon temps à me demander « Est-ce que tu l'as importuné ? Es-tu trop souvent là-haut ? Parles-tu trop souvent de choses sérieuses qu'il ne peut pas encore aborder ? Il ne te trouve peut-être pas du tout sympathique ? Toute l'affaire n'était peut-être que le fruit de ton imagination. Mais pourquoi alors t'a-t-il tant parlé de lui-même ? Le regrette-t-il maintenant ?
et une foule d'autres questions. Hier après-midi, à la suite d'une série de nouvelles tristes venues de l'extérieur, j'étais tellement brisé que je me suis étendu sur mon divan pour dormir. Je ne voulais que dormir pour ne pas réfléchir. J'ai dormi jusqu'à 4 heures, puis j'ai dû aller dans notre pièce. Il m'a été très difficile de répondre à toutes les questions de maman et d'inventer une histoire pour justifier ma sieste aux yeux de papa. J'ai prétexté la migraine, ce qui n'était pas un mensonge puisque j'avais une migraine intérieure. Les gens normaux, des filles normales, des gamines comme moi me trouveraient sans doute timbré avec mes jérémiades. Mais voilà comme je suis. Devant toi, je dis tout ce que j'ai sur le cœur, et le reste de la journée, je suis insolente, gaie, culottée, autant qu'on peut l'être. Pour esquiver toutes les questions et ne pas m'irriter intérieurement de moi-même. Margot est très gentille et aimerait bien être ma confidente, pourtant je ne peux pas tout lui dire. Elle me prend au sérieux, beaucoup trop au sérieux, et médite longuement sur sa folle de sœur, me lance un regard inquisiteur à chacune de mes paroles, et se demande chaque fois « Est-ce qu'elle joue la comédie ou bien pense-t-elle vraiment ce qu'elle dit ?» Tout cela parce que nous sommes constamment ensemble et que je serais incapable d'avoir ma confidente constamment autour de moi. Quand sortirai-je de ce fouillis de pensées? Quand le calme et la paix reviendront-ils en moi? Bien à toi, Anne. Mardi 14 mars 1944. Chère Kitty, il sera peut-être amusant pour toi, pour moi pas le moins du monde, d'apprendre ce que nous allons manger aujourd'hui. Pour l'instant, comme la femme de ménage travaille en bas, je suis chez les Van Damme, assise à la table recouverte de sa toile cirée. Je tiens serré devant ma bouche et contre mon nez un mouchoir imbibé d'un parfum odorant, un parfum d'avant la clandestinité. Mais tu ne dois pas y comprendre grand-chose, donc commençons par le commencement. Comme nos fournisseurs de tickets ont été arrêtés, nous n'avons, en dehors de nos 5 cartes d'alimentation noires, plus de tickets ni de graisse. Comme Miep et Clément sont de nouveau malades, Bep ne peut sortir faire des courses, et comme toute l'atmosphère est à la morosité, la nourriture l'est aussi. À partir de demain, nous n'aurons plus 1 gramme de graisse, de beurre ou de margarine. Au petit déjeuner, nous ne prenons plus de pommes de terre sautées, économie de pain, mais des flocons d'avoine, et comme madame croit que nous mourrons de faim, nous avons acheté un supplément de lait entier. Notre déjeuner d'aujourd'hui se compose de potées, de choux frisés et du tonneau. De là aussi les mesures de prévention avec le mouchoir. C'est incroyable ce que du chou, âgé probablement de quelques années, peut puer. L'odeur qui flotte dans la pièce est un mélange de prunes avariées, de produits de conservation piquants et d'œufs pourris. Pouah, l'idée même de devoir manger cette saleté me lève le cœur. Pour tout arranger, nos pommes de terre ont contracté des maladies si singulières qu'un seau de pommes de terre sur 2 aboutit dans le poêle. Nous nous amusons à identifier les différentes maladies et sommes parvenus à la conclusion que le cancer, la variole et la rougeole apparaissaient à tour de rôle. Ah, ce n'est pas drôle de devoir vivre caché en cette 4e année de guerre. Vivement que toute cette pagaille se termine. Pour parler franc, je ne m'en ferais pas trop pour la nourriture, si le reste était un peu plus gai. Mais voilà le problème. Cette vie monotone commence à nous rendre tous sinistres. Voici l'opinion de 5 clandestins adultes sur la situation actuelle. Les enfants ne sont pas autorisés à avoir une opinion et pour cette fois, je m'y suis tenu. Madame Van Damme, il y a longtemps que l'emploi de princesse des fourneaux a cessé de me plaire. Rester assise sans rien faire m'ennuie. Donc je me remets à la cuisine, mais je ne peux pas m'empêcher de maugréer. Pas moyen de cuisiner sans graisse, toutes ces mauvaises odeurs me donnent la nausée. Pour prix de ma peine, je n'ai qu'ingratitude et criaillerie. Je suis toujours la bête noire de tout le monde. On me met tout sur le dos. Quant au reste, je suis d'avis que la guerre ne fait pas beaucoup de progrès. Les Allemands finiront encore par remporter la victoire. J'ai une peur bleue de nous voir mourir de faim, et j'injurie tout le monde quand je suis de mauvaise humeur. Monsieur Van Damme, j'ai besoin de fumer, fumer, car alors la nourriture, la politique, l'humeur de Kerly, tout devient insupportable. Kerly est bien gentille. Si je n'ai rien à fumer, j'en tombe malade. Alors il me faut de la viande, alors notre vie est trop dure, rien n'est assez bon, et il s'ensuit à coup sûr une dispute retentissante. Cette pauvre Kerly est vraiment d'une bêtise consternante. Madame Franck, je n'attache pas tant d'importance à la nourriture, mais j'aurais bien envie d'une petite tranche de pain de seigle, parce que je meurs de faim. Si j'étais Madame Van Damme, il y a longtemps que j'aurais mis le holà à la perpétuelle tabagie de monsieur. Mais là, il me faut absolument une cigarette, parce que j'ai la tête à l'envers. Les Van Damme sont des gens insupportables. Les Anglais font beaucoup d'erreurs, mais la guerre progresse. J'ai besoin de parler, je dois m'estimer heureuse de ne pas être en Pologne. Monsieur Franck,
Tout va bien, besoin de rien. Du calme, nous avons le temps. Qu'on me donne mes pommes de terre et je me tais. Vite, mettons un peu de ma part de côté pour Bep. La politique suit un cours excellent, je suis tout à fait optimiste. Monsieur Dussel, il faut que j'arrive à faire mon travail, que je termine tout en son temps. La politique va à la perfection. Il est impossible qu'on se fasse prendre. Moi. Bien à toi, Anne. Jeudi 16 mars 1944. Cher Kitty, me voilà délivré un moment des sombres prédictions. Aujourd'hui, je n'entends que des si ceci ou cela arrive, alors nous aurons tel ou tel problème. Et si un tel tombe malade, lui aussi, nous serons seuls au monde. Et si alors... Enfin, tu sais la suite. Du moins, je présume que depuis le temps, tu connais suffisamment les gens de l'annexe pour être capable de deviner leur conversation. Les causes de ces si, est que M. Kugler a été convoqué pour aller retourner la Terre pendant 6 jours, que Bep a un rhume de chien et devra probablement rester chez elle demain, que Miep n'est pas encore guéri de sa grippe et que Clément a eu une gastroragie avec syncope. Enfin, une vraie litanie de plaintes pour nous. La première chose que Kugler doit faire, à notre avis, c'est aller voir un médecin digne de confiance, de se faire établir un bon certificat et de le présenter à la mairie de Hilversum. Les magasiniers ont reçu pour demain un jour de congé. Bep sera donc seule au bureau. Si jamais, encore Bep reste chez elle, la porte sera fermée à clé, nous devrons observer un silence total pour que Keig ne nous entende pas. Yann viendra vers 1 heure rendre une petite visite d'une demi-heure au délaissé. Il jouera pour ainsi dire le rôle de gardien de zoo. Cet après-midi, pour la première fois depuis longtemps, Yann nous a apporté des nouvelles du monde extérieur. J'aurais voulu que tu nous vois groupés tous les 8 autour de lui. On aurait juré une image, quand grand-mère raconte. Devant ce public intéressé, il était intarissable et a parlé d'abord de la nourriture, naturellement. Madame P.F., une amie de Miep, lui a fait la cuisine. Avant-hier, Yann a eu des carottes aux petits pois. Hier, il a dû manger les restes. Aujourd'hui, elle lui a fait des pois chiches et demain, le reste de carottes finira en hoche-pot. Nous avons demandé qui était le médecin de Miep. Le médecin, demandait Yann. À quoi voulez-vous qu'il serve? J'ai téléphoné chez lui ce matin. J'ai eu une espèce d'assistante au bout du fil. J'ai demandé une ordonnance pour la grippe et me suis entendu répondre que je pouvais venir chercher des ordonnances le matin entre 8 et 9. Quand on a une très forte grippe, le docteur vient en personne à l'appareil et il dit « Tirez la langue, faites « Ah ». Oh, j'entends, vous avez la gorge enflammée. Je vais vous faire une ordonnance, vous pourrez la porter chez le pharmacien. Au revoir, monsieur. » Et voilà le travail. Plutôt facile de traiter la clientèle uniquement par téléphone. Mais je ne devrais pas critiquer les médecins. Après tout, chacun de nous n'a que 2 mains, et par les temps qui courent, il y a surabondance de malades et un minimum de médecins. Pourtant, nous avons tous bien ri en écoutant Yann nous rapporter cette conversation téléphonique. Je vois très bien de quoi a l'air une salle d'attente de médecins en ce moment. On ne regarde plus de haut les malades qui dépendent d'une caisse de secours, mais les gens qui n'ont rien de grave et l'on se dit « Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Allez, à la queue, le vrai malade a la priorité. » Bien à toi, Anne. Jeudi 16 mars 1944. Cher Kitty, le temps est superbe, d'une beauté indescriptible. Je ne vais sûrement pas tarder à retourner au grenier. Je sais maintenant pourquoi je suis tellement plus agité que Peter. Il a une chambre à lui, où il travaille, rêve, pense et dort. Moi, on me pousse d'un coin à l'autre. Je ne suis jamais seul dans ma moitié de chambre et pourtant j'en ai tant envie. C'est aussi la raison pour laquelle je me réfugie au grenier. Là-haut et auprès de toi, je peux être un petit instant moi-même. Pourtant, je ne veux pas me lamenter sur ce qui me manque. Au contraire, je veux être courageuse. En bas, heureusement, ils ne peuvent rien soupçonner de mes sentiments intimes. Si ce n'est que je me montre chaque jour plus froide et plus méprisante vis-à-vis de maman, que je fais moins de câlineries à papa et que, même à Margot, je ne m'ouvre plus de rien, je reste bouche cousue. Avant tout, je dois conserver mon assurance extérieure. Personne ne doit savoir que la guerre fait encore rage en moi, une guerre entre mon désir et ma raison. Jusqu'à présent, c'est la seconde qui l'a emporté, mais le premier ne va-t-il pas se révéler néanmoins le plus fort? Parfois je le redoute et souvent je le souhaite. Oh, il est tellement difficile de ne jamais rien laisser voir à Peter, mais je sais que c'est lui qui doit faire le premier pas. Il est si difficile de considérer le jour comme inexistant, toutes ces conversations et tous ces gestes que j'ai vécus dans mes rêves. Oui, Kitty, Anne est une drôle de fille.
mais je vis aussi dans une drôle d'époque, et dans des conditions plus drôles encore. Ce que j'ai encore de meilleur, il me semble, c'est de pouvoir au moins noter ce que je pense et ce que j'éprouve, sinon j'étoufferais complètement. Qu'est-ce que Peter peut bien penser de toutes ces choses? Je m'imagine sans cesse qu'un jour je pourrai en parler avec lui. Il doit tout de même bien avoir deviné quelque chose en moi, car il est impossible qu'il aime l'âne extérieure, celle qu'il connaît jusqu'à présent. Comment pourrait-il éprouver de la sympathie pour mon tapage et mon agitation, lui qui aime tant le calme et la paix? Serait-il le premier, le seul au monde à avoir regardé au-delà de mon masque de béton? Parviendra-t-il bientôt à le traverser? N'y a-t-il pas un vieux dicton qui affirme que l'amour succède souvent à la pitié, ou que l'un et l'autre vont main dans la main? N'est-ce pas aussi mon cas? Car j'éprouve autant de pitié pour lui que j'en ai souvent pour moi-même. Je ne sais vraiment pas, non vraiment pas, comment trouver les premiers mots, et comment les trouverait-il, lui qui a encore beaucoup plus de mal à parler? Si seulement je pouvais lui écrire, je saurais au moins qu'il sait ce que j'ai voulu dire. Car en parole, c'est d'une difficulté terrible. Bien à toi, Anne M. Frank. Vendredi 17 mars 1944. Ma chérie adorée. En effet, tout a fini par s'arranger. Le rhume de Bep ne s'est pas transformé en grippe, seulement en enrouement, et M. Kugler a été exempté de travail, grâce à un certificat médical. Un vent du soulagement souffle à travers l'annexe. Ici, tout est encore « all right », si ce n'est que Margot et moi sommes un peu fatigués de nos parents. Ne me comprends pas de travers, j'aime toujours autant papa et Margot, toujours autant papa et maman, mais quand on a notre âge, on veut tout de même aussi décider un peu pour soi-même. On veut aussi se libérer parfois de la tutelle des parents. Quand je vais là-haut, on me demande ce que je vais y faire. Je n'ai pas le droit de prendre de sel. Chaque soir, à 8h15, maman demande invariablement s'il n'est pas l'heure que je me déshabille. Je ne peux pas lire un livre sans qu'il ait été contrôlé. Pour parler franc, ce contrôle n'a rien de sévère, mais toutes ces remarques et réflexions, jointes à ces questions incessantes, d'un bout de la journée à l'autre, nous tapent sur les nerfs. Une autre de mes particularités, surtout, n'est pas à leur goût. Je ne veux plus distribuer toute la journée des baisers ici et des bisous là. Tous ces petits noms doucereux qu'ils inventent, je trouve que c'est de la comédie. La prédilection de papa pour les histoires de paix et de toilette, je trouve que c'est dégoûtant. En un mot, j'aimerais bien être débarrassé d'eux un moment, et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Non que nous leur en ayons parlé, bien sûr que non, à quoi bon, ils n'y pigeraient rien. Hier soir encore, Margot me disait « Ce qui m'embête vraiment, c'est qu'il suffit qu'on se prenne la tête dans la main et qu'on soupire 2 fois pour qu'il te demande si tu as mal à la tête ou si tu ne te sens pas bien. » Pour nous deux, c'est un grand choc de voir soudain le peu qui reste de cette atmosphère de confiance et d'harmonie dans notre famille. Et cela vient tout de même, pour une bonne part, de la fausseté de notre situation. Je veux dire par là que pour les choses extérieures, nous sommes traités comme des petits-enfants, et que nous sommes beaucoup plus mûrs que les filles de notre âge pour les choses intérieures. Je n'ai que 14 ans, mais je sais très bien ce que je veux. Je sais qui a raison, qui a tort, j'ai mon avis, mes opinions et mes principes, et même si ça peut paraître bizarre de la part d'une gamine, je me sens adulte, beaucoup plus qu'une enfant. Je me sens absolument indépendante d'une autre âme, quelle qu'elle soit. Je sais que je suis capable de mieux débattre ou discuter que maman. Je sais que j'ai un regard plus objectif. Je sais que je n'exagère pas autant, que je suis plus soignée, plus adroite, et de ce fait, tu peux rire, je me sens supérieur à elle dans beaucoup de choses. Si j'aime quelqu'un, il me faut en premier lieu avoir pour lui de l'admiration et du respect, et ces 2 conditions font totalement défaut pour maman. Tout irait bien si seulement j'avais Peter, car pour lui j'ai de l'admiration dans beaucoup de domaines. Il faut dire que c'est un garçon si gentil et si beau. Bien à toi, Anne M. Frank. Samedi 18 mars 1944. Chère Kitty, à personne au monde je n'ai raconté plus de choses sur moi-même et sur mes sentiments qu'à toi. Pourquoi ne te parlerais-je pas aussi un peu de choses sexuelles? Les parents et les gens en général ont une attitude singulière sur ce point. Au lieu de tout dire à leurs filles, comme à leurs garçons dès l'âge de 12 ans, ils font sortir les enfants de la pièce quand ils ont des conversations sur ces sujets, et les enfants n'ont plus qu'à aller prendre leur science où ils peuvent. Ensuite, quand les parents s'aperçoivent que les enfants ont tout de même appris quelque chose, ils croient que les enfants en savent plus ou moins, que ce n'est pas le cas en réalité. Pourquoi n'essaie-t-il pas alors de se rattraper en demandant ce qu'il en est exactement? Il y a un obstacle important pour les adultes, mais pour ma part, j'estime qu'il ne s'agit que d'une minuscule barrière.
c'est qu'ils pensent que les enfants ne considéreront plus le mariage comme sacré et inviolable s'ils savent que cette inviolabilité, dans la plupart des cas, n'est que du vent. Quant à moi, je ne trouve pas grave du tout pour un homme d'apporter un peu d'expérience dans le mariage, et le mariage lui-même n'a rien à voir là-dedans, il me semble. Quand j'ai eu 11 ans, ils m'ont renseigné sur l'existence des règles, mais j'étais encore loin de savoir d'où venait ce liquide ou ce qu'il signifiait. À 12 ans et demi, j'en ai appris plus long, dans la mesure où Jacques était beaucoup moins sotte que moi. Ce qu'un homme et une femme font ensemble, mon instinct me l'a suggéré. Au début, l'idée me paraissait bizarre, mais quand Jacques me l'a confirmé, j'étais fier de mon intuition. Que les enfants ne naissent pas par le ventre, c'est encore de Jacques que je le tiens, elle m'a dit. Là où la matière première entre, le produit fini ressort. Un petit livre d'éducation sexuelle nous a renseignés, Jacques et moi, sur l'hymen et d'autres particularités. Je savais déjà que l'on pouvait éviter d'avoir des enfants, mais la méthode m'était encore un mystère. À mon arrivée ici, papa m'a parlé de l'existence des prostituées, etc. Mais en fin de compte, il me reste toujours des questions sans réponse. Quand une mère ne dit pas tout à ses enfants, ils s'informent par bribes, et c'est sûrement mauvais. On est samedi, mais pour une fois, je ne suis pas embêtante. C'est que j'ai été au grenier avec Peter, j'ai fermé les yeux et me suis mise à rêver, c'était merveilleux. Bien à toi, Anne M. Frank. Dimanche 19 mars 1944. Cher Kitty, hier a été une journée très importante pour moi. Après le déjeuner, tout s'est déroulé normalement. À 5 heures, je suis allé faire bouillir les pommes de terre et maman m'a donné un peu de boudin pour l'apporter à Peter. Au début, je ne voulais pas, mais j'ai fini par y aller. Mais il a refusé, j'avais le sentiment navrant que cela venait toujours de notre querelle sur la méfiance. Soudain, n'y tenant plus, j'ai eu les larmes aux yeux, et sans plus insister, j'ai reposé la soucoupe près de maman et suis allé aux toilettes pour laisser libre cours à mon chagrin. Au point où j'en étais, j'avais décidé de vider la question avec Peter. Avant le dîner, nous étions chez lui tous les quatre pour l'aider à faire des mots croisés. Je ne pouvais donc rien dire, mais juste avant de passer à table, je lui ai chuchoté. « Tu fais de la sténo ce soir, Peter ?»« Non, a-t-il répondu. « Alors je voudrais bien te parler tout à l'heure. » Il était d'accord. Après la vaisselle, je suis donc allé dans sa chambre et lui ai demandé si c'était à cause de notre dernière dispute qu'il n'avait pas voulu du boudin. Mais heureusement ce n'était pas la raison, seulement il ne trouvait pas convenable de céder trop vite. J'avais eu très chaud dans la grande pièce et j'étais rouge comme un homard. Aussi, après avoir apporté son eau à Margot, je suis remonté pour prendre un peu l'air. Par politesse, je suis d'abord resté à la fenêtre des Van Damme, mais je n'ai pas tardé à aller chez Peter. Il se tenait à gauche de la fenêtre ouverte. Je me suis placé à droite et nous avons parlé. Près de la fenêtre ouverte, dans la pénombre, il était beaucoup plus facile de parler qu'en pleine lumière, et je crois que c'était aussi l'avis de Peter. Nous nous sommes dit tant de choses, une foule de choses. Je serais bien incapable de les rapporter toutes, mais c'était délicieux. C'était le plus beau soir que j'ai jamais connu à l'annexe. Je vais tout de même t'énumérer rapidement nos différents sujets de conversation. D'abord, nous avons parlé des querelles et de mon changement complet de point de vue, puis de notre éloignement croissant de nos parents. J'ai parlé à Peter de maman et papa, de Margot et moi. À un moment donné, il a demandé « Vous vous donnez sûrement toujours un baiser pour vous souhaiter une bonne nuit ?» « Un baiser ? Un tas, tu veux dire ? Pas toi, je crois. » »« Non, je n'ai pratiquement jamais embrassé personne. »« Pas même pour ton anniversaire ? » ?»« Là, si, c'est vrai. » Nous nous sommes dit que tous les deux, nous avions refusé notre confiance à nos parents. Que ses parents s'aimaient beaucoup et auraient bien voulu avoir sa confiance, mais que lui ne voulait pas. Que moi, je laisse libre cours à mon chagrin une fois couché, et que lui se réfugie sous les combles pour lancer des jurons. Que Margot et moi ne nous connaissons à vrai dire que depuis très peu de temps, et qu'en fin de compte, nous ne nous racontons pas grand-chose, parce que nous sommes toujours ensemble. Enfin, nous avons parlé un peu de tout, de la confiance, du sentiment et de nous-mêmes. Oh, il était exactement comme je prévoyais qu'il serait. Puis nous nous sommes mis à parler de 1942, nous nous sommes dit à quel point nous étions différents à l'époque. Nous ne nous reconnaissons ni l'un ni l'autre, tels que nous étions dans cette période. Comme nous avions du mal à nous supporter au début. Il me trouvait agité, casse-pied, et de mon côté, je n'avais pas tardé à le trouver totalement sans intérêt. Je ne pouvais pas comprendre qu'il ne flirte pas, mais maintenant j'en suis heureuse. Il a parlé aussi de son besoin de s'isoler. Je lui ai dit aussi qu'entre mon côté bruyant et exubérant et son silence, il n'y avait pas tellement de différence, que moi aussi j'aime la tranquillité et que je n'ai rien à moi seul, à part mon journal, que tout le monde a envie de m'envoyer promener, à commencer par M. Dussel, et que je ne veux pas passer mon temps à côté. Qu'il est si heureux que mes parents aient des enfants et que je suis heureuse qu'il soit ici.
qu'à présent je comprends sa réserve et ses rapports avec ses parents, et que j'aimerais beaucoup l'aider à l'occasion de ces querelles. Mais tu m'aides déjà sans arrêt, a-t-il répondu. En quoi faisant, lui ai-je demandé tout étonné. Par ta gaieté? C'est certainement la plus jolie chose qu'il m'ait dite. Il a ajouté que cela ne le dérangeait plus du tout que je vienne près de lui comme autrefois. Au contraire, il aimait bien. Je lui ai raconté aussi que tous les petits surnoms affectueux de papa et maman n'avaient aucun contenu, et qu'il ne suffit pas d'un bisou par-ci et d'un baiser par-là pour créer la confiance. Nous avons parlé encore de notre indépendance, du journal et de la solitude, de la différence entre l'être intérieur et l'être apparent que l'on retrouve chez tout le monde, de mon masque, etc. C'était merveilleux, il s'est sans doute mis à m'aimer comme une camarade et pour le moment cela me suffit. Je ne trouve pas de mots pour exprimer ma gratitude et mon bonheur, et je te dois des excuses, Kitty, car mon style est en dessous de tout aujourd'hui. Je n'ai fait que noter ce qui me venait à l'esprit. À présent, j'ai le sentiment que Peter et moi partageons un secret quand il me lance ce regard-là, avec un sourire et un clin d'œil, une petite lumière s'allume en moi. J'espère que cela durera, qu'il nous sera donné de passer ensemble beaucoup, beaucoup de belles heures. Bien à toi, Anne, reconnaissante et heureuse. Lundi 20 mars 1944. Chère Kitty, ce matin Peter m'a demandé si je revenais ce soir, ajoutant que je ne le dérangeais pas du tout et que dans sa chambre, s'il y avait place pour un, il y en avait pour deux. J'ai répondu que je ne pouvais pas venir tous les soirs, qu'en bas il n'était pas d'accord, mais il a estimé que je ne devais pas en tenir compte. Je lui ai dit alors que j'aimerais bien venir le samedi soir et lui ai demandé surtout de m'avertir des nuits de lune. Alors nous irons en bas, dit-il, regarder la lune. J'étais tout à fait d'accord, au fond je n'ai pas tellement peur des voleurs. Entre-temps, une ombre est descendue sur mon bonheur. Je me doutais depuis longtemps que Margot avait un faible pour Peter. Jusqu'à quel point elle l'aime, je l'ignore, mais je trouve la situation très pénible. Chaque fois que je rencontre Peter, je dois lui faire sciemment de la peine. Et le plus beau, c'est qu'elle n'en laisse presque rien paraître. Je sais bien qu'à sa place, je serais au désespoir à force de jalousie, mais Margot dit seulement qu'il ne faut pas avoir pitié d'elle. C'est si moche pour toi, je trouve, de jouer les laissés pour compte, ai-je ajouté. Elle a répondu non sans amertume. J'en ai l'habitude. Je n'ose pas en parler à Peter, ce sera pour plus tard peut-être. Pour l'instant, nous avons encore tellement de sujets à épuiser. Hier soir, maman m'a donné une petite baffe que j'avais bien méritée, je dois dire. Je ne dois pas aller trop loin dans mon indifférence et mon mépris pour elle. Donc essayons de nouveau, malgré tout, d'être aimables et de garder pour nous nos critiques. Pim n'est plus aussi affectueux, lui non plus. Il essaie encore une fois de se défaire de ses manières trop enfantines avec moi, et il est soudain beaucoup trop froid. On verra bien ce que ça va donner. Si je ne fais pas d'algèbre, il m'a menacé de ne pas me payer plus tard de leçons particulières. Je pourrais attendre et voir venir, mais je veux bien faire un nouvel essai. À condition qu'on me donne un autre livre. C'est tout pour le moment, je ne sais rien faire d'autre que regarder Peter, j'ai le cœur plein de lui. Bien à toi, Anne M. Frank. Preuve de la bonté de Margot, j'ai reçu cette lettre aujourd'hui, 20 mars 1944. Anne, quand je t'ai dit hier que je n'étais pas jalouse de toi, je n'étais franche qu'à 50%. En vérité, je ne suis jalouse ni de toi ni de Peter. Je trouve seulement un peu dommage pour moi-même de n'avoir encore trouvé personne avec qui je pourrais parler de mes pensées et de mes sentiments, et de n'avoir aucune chance de trouver quelqu'un pour le moment. Mais pour autant, je vous souhaiterais de tout cœur à tous les deux de pouvoir vous accorder mutuellement un peu de votre confiance. Il te manque ici déjà suffisamment de choses qui vont de soi pour beaucoup d'autres. D'un autre côté, je suis sûr que je ne serai jamais parvenu aussi loin avec Peter, parce que j'ai le sentiment que je devrais être sur un certain pied d'intimité avec la personne avec qui je voudrais parler de beaucoup de choses. Il faudrait que j'aie l'impression qu'il me comprend parfaitement sans que j'aie besoin de beaucoup parler, mais pour cela il faudrait que je sente qu'il me domine intellectuellement, ce qui n'est jamais le cas chez Peter. Avec toi, il ne me paraît pas impensable que Peter remplisse cette condition. Tu n'as donc absolument pas à te reprocher de me faire du tort et de profiter de quelque chose qui me revenait. Rien n'est moins vrai. Peter et toi avez tout à gagner à vous fréquenter. Ma réponse. Chère Margot, j'ai trouvé ton petit mot extrêmement gentil, mais il ne m'a pas tout à fait tranquillisé, je continuerai à m'inquiéter. Une confiance aussi profonde que celle dont tu parles n'existe pas encore pour l'instant entre Peter et moi. Mais à une fenêtre ouverte et dans le noir, on se dit plus de choses qu'en plein soleil. Il est aussi plus facile d'épancher ses sentiments en les chuchotant qu'en les claironnant. Je crois qu'à la longue, tu t'es mise à éprouver pour Peter un peu l'affection d'une sœur et que tu as envie de l'aider, au moins autant que moi. Peut-être pourras-tu aussi le faire un jour, bien que ce ne soit pas là de la confiance au sens où nous l'entendons.
car j'estime que la confiance doit venir des deux côtés. Je crois que c'est aussi la raison pour laquelle elle n'a jamais pu vraiment s'établir entre papa et moi. Laissons donc ce sujet et ne m'en parle plus non plus. Si tu veux encore me demander quelque chose, fais-le par écrit, s'il te plaît, car de cette manière, je sais beaucoup mieux exprimer ce que je veux qu'oralement. Tu ne sais pas à quel point je t'admire. Et j'espère seulement qu'un jour j'aurai un peu de la bonté de papa et de la tienne, car je ne vois plus beaucoup de différence entre les deux. Bien à toi, Anne. Mercredi 22 mars 1944. Chère Kitty, voici ce que j'ai reçu de Margot hier soir. Ma chère Anne, après ton petit mot d'hier, j'ai eu l'impression désagréable que tu éprouves des remords de conscience chaque fois que tu vas chez Peter pour travailler ou pour parler. Il n'y a vraiment pas de quoi. Dans mon cœur, quelqu'un a droit à une confiance réciproque, et je ne serais pas encore capable de donner à Peter la place qui lui revient. Il est vrai toutefois, comme tu l'as écrit, que Peter m'apparaît comme une sorte de frère, mais un jeune frère, et que nos sentiments lancent des antennes l'un vers l'autre, pour parvenir plus tard peut-être, ou peut-être jamais, à une affection comme il en existe entre frères et sœurs. Mais nous en sommes encore loin. Tu n'as donc pas lieu d'avoir pitié de moi, je t'assure. Profite tant que tu peux de la compagnie que tu viens de trouver. En attendant, l'histoire, ici, devient de plus en plus belle. Je crois, Kitty, que nous allons peut-être avoir ici à l'annexe un vrai grand amour. Toutes ces plaisanteries sur un mariage avec Peter, si nous restons encore longtemps ici, n'étaient pas si bêtes après tout. Mais je ne songe pas à me marier avec lui, tu sais. Je ne sais pas comment il sera une fois adulte. Je ne sais pas non plus si nous nous aimerons un jour suffisamment pour avoir envie de nous marier. Peter m'aime aussi maintenant, j'en suis sûr. Mais de quelle façon m'aime-t-il, je n'en sais rien. Cherche-t-il seulement une bonne camarade? Est-ce que je l'attire en tant que fille ou bien comme sœur? Je n'en ai pas encore le cœur net. Quand il m'a dit que je l'aide toujours dans les querelles entre ses parents, j'étais folle de joie, et déjà en passe de croire à son amitié. Et puis hier, je lui ai demandé ce qu'il ferait s'il y avait ici une douzaine d'ânes qui viendraient sans arrêt le voir. Sa réponse a été « Si elles étaient toutes comme toi, ce ne serait pas si grave, crois-moi. » Il est super accueillant pour moi et je crois bien qu'il aime vraiment me voir venir vers lui. En attendant, il apprend le français avec beaucoup de zèle, même le soir dans son lit jusqu'à 10h15. Oh, quand je repense à samedi soir, à nos paroles, à nos voix, alors pour la première fois je suis contente de moi. Je veux dire qu'à présent je redirai la même chose au lieu de tout changer, ce qui est généralement le cas. Il est si beau, aussi bien quand il sourit que quand il regarde sans rien dire devant lui. Il est si gentil et bon et beau. À mon avis, ce qui l'a le plus pris au dépourvu chez moi, c'est quand il s'est rendu compte que je ne suis pas du tout l'âne superficielle, mondaine, mais quelqu'un de tout aussi rêveur avec tout autant de problèmes que lui. Hier soir après la vaisselle, je m'attendais absolument qu'il me demande de rester là-haut. Mais rien ne s'est passé. Je suis parti. Il est descendu appeler Dussel pour écouter la radio, s'est attardé longtemps dans la salle de bain, mais Dussel, tardant trop à venir, il est remonté. Il a tourné comme un ours en cage dans sa chambre et s'est couché très tôt. Toute la soirée, j'étais si agité que je n'arrêtais pas d'aller à la salle de bain, me passais de l'eau froide sur le visage, lisais un peu, me remettais à rêver, regardais la pendule et attendais en l'écoutant. J'étais dans mon lit de bonne heure, mais morte de fatigue. Ce soir, je dois prendre un bain, et demain. C'est encore si loin. Bien à toi, Anne M. Frank. Ma réponse. Chère Margot, le mieux à mon avis, c'est d'attendre la suite des événements. Entre Peter et moi, la décision ne pourra plus se faire attendre très longtemps. Ou bien on redevient comme avant, ou bien c'est autre chose. Ce qui se passera alors, je n'en sais rien. En cette matière, je ne vois pas encore plus loin que le bout de mon nez. Mais une chose est sûre, si Peter et moi nous lions d'amitié, je lui dirai que toi aussi tu l'aimes beaucoup et que tu serais prête à l'aider si c'était nécessaire. Tu n'es certainement pas d'accord pour que je lui en parle, mais pour cette fois cela m'est égal. Ce que Peter pense de toi, je l'ignore. Mais je suis bien décidé à le lui demander. Cela ne peut pas faire de mal, au contraire. Tu peux venir tranquillement au grenier ou ailleurs, où que nous soyons. Tu ne nous déranges vraiment pas, car nous avons passé un accord tacite, je crois. Si nous parlons, c'est le soir dans l'ombre. Garde courage. Je le fais aussi, même si ce n'est pas toujours facile. Ton heure viendra peut-être plus vite que tu ne penses. Bien à toi, Anne. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Et on se retrouve très vite pour la suite du journal d'Anne Frank.